je suis médiateur professionnel et coach professionnel. Et j'ai des activités aussi en bénévolat. Je fais de la médiation de voisinage et aussi de la médiation scolaire. C'est-à-dire que je travaille dans des écoles pour mettre en place des systèmes de médiation par les pairs, ce dont j'ai déjà parlé là en webinaire, et à certains lors de rencontres territoriales. J'ai aussi une casquette de formateur parce que je me suis formé depuis une quinzaine d'années à la communication non violente et à la médiation. Et donc, je forme aussi les gens, ou des fois en entreprise, sur tout ce qui touche au leadership bienveillant et affirmé. J'aime beaucoup aussi travailler sur l'affirmation et la confiance en soi. Alors, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai 63 ans, alors je sais pas si, voilà, je l'ai dit. Donc, j'ai une grande expérience, alors je sais pas si c'est une grande expertise, mais en tous les cas, une longue expérience de manager en entreprise. Et en même temps, j'ai toujours eu de l'activité bénévole en association et j'ai rencontré le GIP il y a quelques années. Et du coup, je travaille en partenariat et je suis très, très content de travailler avec vous et avec les médiateurs sociaux qui est un public, vous êtes un public particulièrement passionnant et passionné par votre travail. Alors, oui, c'est ce qui ressort à chaque fois dans ces rencontres territoriales. Alors, je vous mets une phrase que j'aime beaucoup et je vous en fais cadeau. C'est Thomas Jefferson, qui fut un président des États-Unis, qui a écrit « Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, tu devras faire des choses que tu n'as jamais faites. » Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place dans ma vie depuis longtemps et ça me réussit. Alors, on travaille sur ce qu'on appelle l'audace. Et l'audace, c'est aussi de faire un webinaire alors qu'il y a quelques mois, j'aurais franchement jamais osé faire ce type de travail. Donc voilà, ça c'est le point. Alors, oui, le titre n'est peut-être pas, mais l'usage de la communication bienveillante ou non violente dans le rôle de médiateur social. Eh bien, lors des rencontres territoriales, certains ont abordé, puisqu'on parlait dans les ateliers que j'animais, de la médiation sociale et scolaire. Et donc, on parle bien entendu de violence et de difficultés relationnelles. Et du coup, on peut arriver à… et dans le rôle de médiateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la communication non violente pourrait nous aider? Et c'est pour cela qu'on est arrivé à faire aujourd'hui un webinaire sur cette thématique. Donc, je vous propose le plan qui sera le suivant. Une petite introduction pour expliquer nos stratégies, comment on réagit quand on a peur, quand il y a une situation qui nous intrigue. Prendre conscience de sa propre violence et de ce qui dégrade une relation. Donc, on fera un petit point sur ce qu'est une relation. Et puis derrière, la prise de conscience de la violence. Alors, je réponds tout de suite, vous aurez le PowerPoint. Hein, voilà. Alors, la communication violente, qu'est-ce que c'est? Un petit point rapide. Faire la différence entre une observation et un jugement. Alors, j'ai raccourci les titres. Hein. Ce qu'est parler un peu des émotions. Faire la différence entre ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens. Parler des besoins et d'une demande. Alors, pour vous livrer un secret, ce type d'intervention, ça peut durer 2 jours ou même 6 jours. Hein. Il y a de quoi travailler. Donc, en 1 heure et des poussières, ça va être un vrai challenge. Je vais vous donner des miettes. Et puis, il faudra creuser. Puis, si ça vous passionne, on pourra revenir. Voilà. C'est l'idée. Donc, commençons par nos stratégies réflexes face à la peur. Alors, il y a différentes stratégies qu'on a quand on est sous le coup de la peur. Et est-ce que vous les connaissez? Alors, vous pouvez répondre dans le chat. Hein, mais il y a 3 stratégies. Merci Arzu, donc on se connaît déjà. Il y a la fuite. Voilà, il y a la fuite. Il y a
la violence, c'est-à-dire réagir, ou alors l'évitement, on peut dire même jusqu'à faire le mort. Donc, c'est les 3 stratégies réflexes que l'on a quand on est face à une vraie peur. Et tout de suite, je vous mets 2 animaux qui sont là. Vous voyez 2 animaux, c'est un chacal et une girafe. Alors, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est le symbole, les symboles que Monsieur Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente, a mis pour la communication non violente. Alors, il parle du chacal. Je ne sais pas si vous voyez bien le chacal. Donc, le chacal, c'est un peu notre manière habituelle de réagir face à des situations. C'est un peu, le chacal, il a des dents, il mord, il grogne. C'est un peu comme ça. Il est sur la défensive et du coup, il va agresser et il va être dans cette situation qui est défensive et agressive. Et puis, il propose une autre opportunité, une autre option, c'est d'avoir un langage différent qui est plutôt bienveillant. Donc, c'est un langage, il a pris le symbole de la girafe parce que la girafe est un animal qui a un très, très gros cœur, étant donné qu'elle a un très long cou. Et comme il faut une grosse pompe pour emmener le sang jusqu'au cerveau, eh bien, elle a un énorme cœur. Et oui, c'est Sophie la girafe. Eh bien, notre amie Sophie a un gros cœur et Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur du concept de la communication non violente, il a décidé que les girafes seraient l'animal un peu fétiche de la communication non violente, à savoir que la girafe, c'est pas un animal bisounours, hein. C'est pas niais, et la communication non violente, c'est quelque chose d'affirmé, parce que la girafe, comme vous le voyez sur la photo, elle a vraiment des grandes pattes et elle sait se défendre si elle est attaquée. Donc, elle a une prise de recul. Il y a tout un tas de choses qui peuvent déterminer la raison de la girafe. Mais je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas tellement de temps sur le sujet. Alors, ce que dit Rosenberg, c'est qu'il y a 3 points pour travailler sur par rapport à cette violence qui peut nous atteindre. C'est un peu les piliers gandhiens. Gandhi Rosenberg s'est beaucoup inspiré de Gandhi dans sa méthode, et un des premiers points, c'est reconnaître ma violence. En quoi moi je peux être violent? Une fois que j'ai reconnu ma violence, développer ma capacité à choisir. Parce que aussi, on est dans un monde aujourd'hui où les gens se sentent, on appelle ça le fatalisme fonctionnel. C'est une fatalité, je suis comme ça, j'y peux rien. Je ne suis pas responsable. Et Rosenberg nous invite à prendre la responsabilité de nos actes. Donc, du coup, la prise de conscience nous aide à tout coup à se dire et j'ai le droit de choisir. C'est pas que les choses ne sont pas une fatalité. Je peux choisir. C'est un peu la phrase de Jefferson. Si tu veux voir, eh bien décide et fais. Et ensuite connaître et transformer. Donc je me forme comme vous là. On partage des choses, on apprend. Vous apprenez de moi, j'apprends de vous. Tout le monde apprend. Et puis tout ça, ça nous aide à avoir une réelle transformation et à rentrer dans une autre, on pourrait dire paradigme, une autre manière très forte de réagir par rapport à des situations qui sont dures. Donc maintenant, on arrive au point 2, parce que Tchèque m'a demandé de vraiment annoncer les points, comme ça c'est bien clair pour chacun là où on est. Donc on est au point 2, prendre conscience de sa propre violence et ce qui dégrade une relation. Alors, dans une relation, je vois Tchèque, il est loin, mais j'imagine il prend le bout de mon écharpe. Il y a lui, il y a moi, et en fait, dans la relation, on est combien? Dans une relation, on est combien? Dans une relation à 2, on est 3. En fait, il y a Tchèque d'un côté, il y a moi de l'autre, et au milieu, il y a la relation. Et qu'est-ce que c'est que la relation? C'est ce qui va nous unir, ce qui va nous permettre de discuter, de se développer, hein? Bien, oui, il y a le jeu, il y a tu, il y a nous, et le nous, ça serait peut-être, voilà, c'est la relation, c'est ce qu'il y a entre nous. Merci Fanny. Et cette relation, soit elle est light,
elle est bien, elle est plutôt détendue, soit elle est tendue, et puis on va tirer chacun d'un côté, jusqu'à un moment donné, il peut y avoir déséquilibre, et je bascule d'un côté ou je fais basculer l'autre. Et c'est là que les ennuis commencent. Donc on va essayer de réfléchir à ce qui dégrade la relation, en commençant par un schéma que vous connaissez, à mon avis pas, qui est très peu connu. C'est qu'une relation, elle est déterminée par trois points. Dans une relation, il y a toujours, en fait, il y a toujours un contrat. C'est pour ça que j'ai marqué justice. Eh bien là, moi j'ai un contrat avec Tchèque et on a un contrat au-dessus même. On a un contrat moral. On a le code civil en France. On a le code de la route. Hier, je suis allé à un enterrement et quand je suis revenu, j'étais un peu triste et dans une grande ligne droite, j'ai eu un rappel au code de la route. Vous voyez, là, j'ai enfreint le code de la route parce que je roulais, mais vraiment pas beaucoup plus que l'autorisation. Et le gendarme, il m'a rappelé et il m'a enlevé des points, il m'a mis un PV. Vous comprenez, là, on comprend tout de suite que dans une relation, eh bien, il y a des règles partout. Et il y a aussi un point technique. Et là, dans le cas avec le gendarme, moi, j'étais un peu allé à 10 km/h au-dessus de la vitesse. Et du coup, il y avait un litige, mais ça, voilà. Et par contre, il n'y a pas eu de tension plus que ça. Je me suis pas bagarré avec le gendarme. C'est pas une chose à faire, hein. Surtout avec les gendarmes. Et en général, il y a certainement d'autres choses. Par contre, ça fait monter un peu d'émotion. Lui n'en avait pas. On n'était pas en conflit. Et le secret du conflit, tel que moi j'adhère, c'est que dans une relation, dès lors que l'émotion déborde, eh bien, on rentre dans le conflit. Avant, on est soit dans un litige, on est dans des désaccords, des choses qu'on n'est pas en phase, ou dans un contentieux, et on a besoin de juristes, mais on n'est pas dans la tension qui est très forte. Et la dégradation, elle se dégrade quand les émotions sont très fortes. Ensuite, dans cette relation, alors, elle se dégrade parce que les émotions s'amplifient, mais il y a toujours, en fait, des choses qui sont sous-jacentes, qui vont créer cette émotion chez moi. Et c'est des choses qui se passent, en fait, par rapport à une vision, par rapport à une vision qu'on a de la situation qui est souvent déformée, un peu comme au travers, là, vous voyez une serrure où on voit qu'une partie de la vérité, on pense tout connaître, tout savoir, et du coup, ça dégrade la relation. Et dans les trois points qui sont fondamentaux, qui dégradent la relation, c'est ce que j'appelle les prêts d'intention, les interprétations et les jugements. Et le troisième point, c'est la contrainte. Alors, les prêts d'intention, je vous pose la question et vous pourriez me mettre des réponses dans le chat. Pour vous, c'est quoi un prêt d'intention? C'est vraiment un élément qui va dégrader la relation. Est-ce que vous pourriez imaginer entre deux personnes, voilà, supposer quoi? Il y a quelque chose de plus fort que supposer, Fanny. Alors, interprétation, c'est encore autre chose. Accuser, c'est pas obligatoirement accuser, c'est vraiment le prêt d'intention. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Vous pouvez prendre la parole et vous pouvez la solliciter avec la main. Et donc, à ce moment-là, on vous donnera la possibilité d'ouvrir votre micro. Et n'oubliez surtout pas de l'ouvrir en appuyant sur le symbole micro au centre. Ça vous permet d'ouvrir le micro.
Oui, alors voilà, Emmanuel, alors oui, je vais vous voyer, je vous tutoie, moi j'ai plutôt facilité à vous. Je peux vous tutoyer, vous êtes d'accord? Ça vous gêne pas? Oui, Non. merci Johanna. Donc, en fait, on se met dans sa tête, on se met dans la tête de la personne. On va penser à sa place. Donc, on va penser que l'autre fait ceci ou cela exprès pour m'embêter. C'est l'exemple quand on dit il me met la pression, il fait exprès de ça pour que je m'en aille. Par exemple, au travail, quelqu'un qui est, ou un voisin qui a une certaine réaction, on va dire, mais il le fait exprès pour. Elle a fait ça, pour telle raison. C'est-à-dire qu'on pense à sa place. Et en général, quand on est dans une relation, quand on se met à penser à la place de l'autre, mais en négatif, eh bien, ça a des conséquences qui vont nous énerver. Quand une jeune fille, par exemple, offre, quand un garçon offre des fleurs à une jeune fille, elle va avoir des pensées plutôt positives. Elle va dire, tiens, il veut me charmer. C'est possible, hein, c'est possible. Et puis, si une jeune fille fait un sourire à un garçon, il va dire ouais, elle veut sortir avec moi. Donc, il lui prête une intention positive. Mais peut-être que la jeune fille a l'habitude elle est plutôt souriante. Et puis voilà. Donc, l'autre, il lui prête des intentions. Quand c'est du positif, il n'y a pas trop d'incidence. Mais quand c'est négatif, il fait ça exprès pour, et ça crée de l'attention. Alors, je ne sais pas si c'est de la paranoïa, mais c'est penser à la place de l'autre, du genre, il me met la pression, il fait ça exprès. Le deuxième point, c'est les interprétations et les jugements. Les interprétations et les jugements, eh bien, ce sont des choses qui sont réellement pénibles dans nos vies. Je vais faire. Je regarde juste un truc là sur l'écran là, voilà. Voilà, excusez-moi, mais je regardais pour essayer d'avoir un document que j'arrive pas à voir. Voilà, donc là c'est mieux. Je vous vois tout petit, mais au moins j'ai les informations. Donc les interprétations et les jugements, eh bien là, ce sont des choses qui vont nous. On y reviendra après. L'interprétation, c'est de faire une relation de cause à effet, mais sans se mettre à la place dans la pensée de l'autre. Et le jugement, ça va être de dire que la personne, elle est par exemple, dire à quelqu'un que c'est un menteur, c'est un vrai jugement. C'est un jugement, quoi, tout court. Dire que, par exemple, un enfant qui vous dit j'ai eu une bonne note. Et vous, quand vous voyez la note, vous voyez qu'il a eu 8 sur 10 ou 8 sur 20 ou 6 sur 20. Vous dites, ouais, il est un menteur. Mais en fait, c'est pas un menteur. Le menteur, c'est le mettre dans une boîte de menteur. En fait, il n'a pas dit la note qu'il avait eue réellement. Il a dit qu'il avait eu une bonne note. Parce que certainement que c'était dur pour lui d'expliquer pourquoi, et puis donc mais il n'est pas menteur. La difficulté, c'est par rapport au jugement, c'est que quand on est dans ce jugement, on encage les personnes et on les empêche en fait de grandir, et parce qu'on les a mis dans une boîte avec une étiquette de menteur. Donc c'est le risque qu'il y a dans de rentrer dans cette dimension de jugement, eh bien, c'est d'enlever à la personne la possibilité, eh bien, de grandir, parce qu'on l'a mis dans une boîte. Alors c'est vrai que
les accords Toltec, comme dit Johanna, sont des outils qui sont très bienveillants et qui peuvent être également expliqués aux enfants pour leur permettre d'avoir une parole impeccable et tout ça. Donc, tous les accords sont parfaits pour permettre aux enfants de grandir. Le troisième point qui est dégradant dans une relation, qui va abîmer la relation, c'est la contrainte. Et la contrainte, elle est de différents ordres. La contrainte, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, on est ensemble dans une réunion, celui qui parle tout le temps, je veux dire, là je suis orateur, donc je dois parler, mais si vous êtes dans un groupe de 5-6 personnes et que il y a une personne qui monopolise, comme on dit, la parole, eh bien, elle contraint les autres au silence. C'est contraignant et ça énerve certainement les autres. Celui qui va tout d'un coup hausser la voix très fortement, ben, il va contraindre les autres et ça va les mettre en émotion aussi. Et la contrainte, elle est très forte. On peut se lever et quitter la réunion. Donc, on contraint l'autre à son absence et on le laisse comme ça. Donc, toutes sortes de contraintes, eh bien, ça a un réel impact dans la relation et ça la dégrade. Et ce qui se passe derrière, c'est que quand on rentre dans ce schéma de prédintention, d'interprétation, de contrainte, très souvent, ce qui se passe, c'est que l'autre, il réagit tout de suite en surenchère. C'est-à-dire qu'une action va entraîner le même genre d'action en face et on va se retrouver à tirer sur une corde, un peu comme avec mon écharpe, où chacun veut gagner et à un moment donné, eh bien, c'est pas l'écharpe qui casse, mais c'est l'un qui abandonne et c'est l'autre qui va dominer. Donc nos relations, comment est-ce qu'on voudrait qu'elles soient dans des relations plutôt dans la bienveillance ou alors dans la bagarre. Donc c'est un peu tout cela qui a questionné Rosenberg pour dire, eh bien, mettons en place quelque chose, un outil qui va nous permettre de travailler dans les relations d'une manière différente. Et c'est pour ça que là, je parle des bienfaits de la communication non violente, élevée ou bienveillante ou consciente, en fonction de ce qu'on l'appelle. Donc, ah oui, j'ai enlevé le texte qui était là. Donc, la diapo, je voulais pas la montrer, celle-ci. Donc, voilà. La CNV, c'est quoi? La CNV, dans une relation, c'est le lien avant le résultat. C'est-à-dire que c'est plutôt faire connaissance. Comment allez-vous? Comment vous vous sentez en ce moment, que vouloir absolument aborder le sujet qu'on veut aborder. Le côté relationnel est hyper important. Et Marshall Rosenberg disait toujours qu'il faut la connexion avant la solution. Le bonjour, le mot sympa, le sourire, eh bien, c'est toujours la chose qui va permettre en premier lieu, eh bien, de créer de la relation. Et le sourire est hyper important. Je lisais dans un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Goldman, où des militaires étaient en Afghanistan dans une mission, mais qui était une mission humanitaire, et ils voulaient parler au chef de la mosquée. Mais les gens qui étaient dans le village, ils ne savaient pas les intentions des Américains. Les Américains, en plus armés, on pouvait se poser des questions. Et le chef du groupement militaire, il s'est dit, mais comment je vais réagir? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que les gens étaient apeurés et du coup commençaient à crier. Et il a une idée qui lui traverse l'esprit et il a pris un porte-voix et il a dit à ces hommes, mettez vos armes à terre et souriez. Souriez. Eh bien, le sourire, il est international. Il traverse les frontières, quelles que soient nos races, nos couleurs, nos idéaux. Et eh bien, le sourire, c'est la détente. Eh bien, c'est la connexion avant la solution. Et le fait que ces gens ont tous souri, tous ces militaires, même malgré leurs armes et leurs couleurs de militaires,
eh bien, le sourire a détendu l'atmosphère et ils ont pu réaliser leur mission parce qu'ils ils avaient une opération humanitaire. Comme quoi, on peut avoir des préjugés, donc pré d'intention, jugés avant, parce qu'on a nos histoires de vie qui font que on a des craintes, on a des peurs, on est sur la défensive, et du coup, on est plutôt crispé. Ah, et si je suis crispé, eh bien, voilà, je me retrouve un peu chacal. Et ce chacal, il m'empêche de créer la relation. Il y a un vrai travail sur soi. Alors, la communication non violente, c'est quoi? Alors, de façon très rapide, la communication non violente, c'est travailler sur des situations à partir de ce que j'observe. Alors, une situation est difficile. Je suis devant quelqu'un qui arrive et je me pose des questions. Le premier travail que j'aurai à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une observation neutre. Et on le verra un peu plus loin, mais l'observation neutre, c'est très très difficile à avoir. Et un philosophe et pédagogue indien, je vous mettrai la citation tout à l'heure, disait que faire une observation simple, eh bien, c'est une des choses les plus compliquées au monde. Ça paraît étonnant quand même. Parce qu'on est toujours brouillé par ce qui se passe dans notre tête et on a du mal à dire simplement ce que l'on voit. On n'est pas habitué. On est habitué à mélanger ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, et tout d'un coup, on sort, celui-là, c'est vraiment un nul. Ah bon? C'est ce que tu as observé. Donc, si je vous demandais, est-ce que vous avez des situations qui des fois, vous avez vécu une situation là récemment qui vous a un peu agacé? Ça vous est arrivé? Alors, je vais vous demander juste d'essayer de me dire qu'est-ce que la personne fait ou dit qui vous énerve. Vous entendez ma consigne, elle est simple. Hein. C'est qu'est-ce que la personne fait ou dit qui vous énerve. Ça vous arrive qu'il y ait des gens qui vous énervent, vous? Non? Ça t'arrive des fois? Oui, notamment en période de confinement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Fanny. Voilà, je te remercie. Manque de respect ou impolitesse. Comme quoi, une observation, c'est compliqué. Alors ça s'appelle un jugement. En fait, tu ne me dis pas ce que la personne fait ou dit, tu dis qu'elle manque de respect. Donc, tu l'accuses de ceci ou de cela. OK? Tu l'accuses. Et moi, je te demande, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle dit? Je te propose un deuxième essai. OK? Est-ce que tu peux essayer de me dire qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle dit? C'est dur, hein? Oui, oui, c'est dur. Mais ça, je peux vous le dire à tous. Délation. Injustice, voilà, être déçu. Fanny, tu peux essayer de me dire, par exemple, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, une personne qui ah voilà, tu es nul. Alors si elle a dit tu es nul, ça c'est factuel, c'est des faits. Aurore, je suis complètement d'accord. Si quelqu'un te dit tu es nul, ça c'est une vraie observation, puisque tu me dis
la personne m'a dit tu es nul. Et ça me crée de l'émotion, ça m'enquiquine. Je suis d'accord, c'est une vraie observation. Alors qu'une personne qui dévalorise, Arzou, je te demande, qu'est-ce que la personne dit ou fait qui fait que toi, tu penses qu'elle dévalorise? Alors, le fait d'être en télétravail et que l'on pense que je suis en vacances et que les autres travaillent car ils sont sur le terrain. Alors là, pour Johanna, alors j'ai Arzou, il faut que tu me répondes. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il dévalorise, hein? Qu'est-ce que la personne dit ou fait qui fait que tu crois? Alors pour Johanna, puisque tu as marqué « on pense », pour moi, alors tu penses qu'elle pense ou elle pense que tu… Tu vois, on est dans la pensée, mais ce n'est pas factuel. Ah, je me le suis entendu dire. Donc, si tu veux, c'est la personne qui te dit, si tu viens vers moi et tu me dis, voilà, y a Pierrot ou Christophe qui m'a dit que je suis en vacances, alors que un tel, dans un autre groupe, lui, il est sur le terrain, et comme moi je suis en télétravail, je suis en vacances. Donc, quand tu entends, si tu me dis ça, un tel m'a dit ça, et du coup, je dirais OK, puisque c'est factuel, on t'a dit ça. Ça, c'est factuel. Arzou, il m'a pas redit, hein, ou elle m'a pas redit, je me souviens plus. Elle m'a pas redit. Hein. Alors, le sentiment d'hypocrisie. Oui, si on t'a dit tu ne vaux rien, Aurore, ouais, mais Aurore, t'es une championne, ça c'est factuel. Si on t'a dit tu vaux rien, ça c'est pas gentil, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, c'est factuel. Et tu peux venir me voir, elle m'a dit tu ne vaux rien. Et on pourra travailler là-dessus, on pourra en discuter. Comment? En plus, tu me l'as. Voilà. Alors que les autres, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Si on t'a dit tu n'arrives pas à gérer ton temps de travail, c'est ça qu'on t'a dit, Arzou? Donc, si on t'a dit ça, ah oui, donc tu vois, c'est pas ça. Hein, c'est un peu compliqué. Hein. Mais pour Aurore, c'est juste, on est dans du factuel. Hein, c'est difficile de trouver un exemple. Hein. On dit, on a facile à dire que l'autre nous dévalorise, mais on a du mal à mettre les mots sur ce que la personne a vraiment dit. Eh bien, c'est quand on a fait déjà ce premier travail qu'on est, c'est un peu les slides du début, prendre conscience de sa violence, réfléchir et transformer tout ça. Il y a un vrai travail pour arriver si j'arrive vers toi, si j'arrive vers toi et que je te dis tu m'as dévalorisé, tu penses que ça, eh bien, en fait, je vais lui prêter des intentions. L'autre, il va dire ah ben non, je cherche pas à te dévaloriser. Qu'est-ce que tu imagines? Et puis on va rentrer dans des discussions. On appelle ça de l'argumentation, mais négative. C'est parce qu'il pense que je suis moins bien que lui, et toi tu penses qu'il est plus que lui. Alors je sais pas. Mais par contre, si tu as dit tu ne vaux rien, c'est quelque chose. Et moi je te propose, c'est qu'on prenne ton exemple sur le sujet. Parce qu'une fois qu'on a reçu ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe chez moi? Alors là, on était sur l'observation. J'observe que la personne en violette m'a dit « tu vaux rien », ça m'impacte, ça me fait du mal. Et du coup, ça m'impacte, je mets la main sur le cœur, parce que ça crée des émotions. Et la question que je te pose, là, c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe chez toi au moment où la personne te dit, eh bien, qu'elle te dit, je suis, que tu vaux rien. Qu'est-ce qui se passe chez toi? J'ai mal au cœur. Alors, je vais essayer de te mettre des émotions. Là c'est des besoins. Alors, est-ce que tu vois l'écran là? J'ai mis une liste d'émotions. Donc, quand tu es comme ça, est-ce que c'est plus, est-ce que tu es dans le dégoût, dans la colère, dans la tristesse ou dans la peur? C'est plutôt la tristesse, ok? Donc, je vais te donner une liste de mots dans la tristesse.
quand tu es dans cette tristesse, est-ce que tu es plutôt chagriné, peiné, démotivé, inconfortable, abattu, déprimé, ébranlé? Tu vois, tu as tout un mot. Lequel est le plus parlant pour toi? Déprimé. Bien voilà, tu as fait le chemin sur le deuxième point, c'est-à-dire que tu seras capable de dire, voilà, je suis déprimé. Je vais le noter parce que ma mémoire vacille. Déprimé. Je suis déprimé. Et quand je suis déprimé, moi, la question que je poserais, parce que tu es mal à l'aise, déjà par rapport à toi et par rapport à lui. Donc, le questionnement, c'est comment voilà, le questionnement, c'est quel serait le besoin, qu'est-ce qui ferait que ta vie soit meilleure, la situation soit meilleure à ce moment-là? C'est, en fait, l'opération, c'est la recherche de besoins. De besoins qui est non satisfait. Parce que quand j'ai une émotion, là, on est sur les slides qui sont après, mais ça ne fait rien, on y reviendra. Quand je suis sur une émotion de tristesse, de la déprime, c'est que j'ai un besoin, et là je te mets une liste de besoins, c'est que j'ai un besoin qui est insatisfait. Alors tu voudrais pouvoir lui répondre, ok, ça c'est une chose, mais est-ce que du coup il y a quelque chose au niveau de la relation, quoi. T'aimerais relation, c'est peut-être que tu aurais aimé un peu plus d'écoute, meilleur échange, plutôt de l'authenticité, de la confiance, de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a un mot là qui t'inspire de ce que tu aimerais, Aurore, déjà par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un mot qui t'inspire? Ah oui, je comprends que tu aimerais lui répondre de suite, mais des fois, il faut prendre un peu de temps. Alors, tu vois, il y a l'écoute. L'écoute, ça te parle. Tu aurais besoin d'écoute pour pouvoir lui répondre, hein, et qu'il te laisse, qui te permet d'écouter. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là de l'estime de soi. Je vais fermer ça. Tu vois, si je te dis que au niveau de la confiance en toi ou de l'affirmation de toi, est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler? Tu te dis, j'ai besoin plus d'être affirmé et être en capacité de lui dire ce que ça va pas. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, tu comprends? En fait, parce qu'il y a toujours deux points, Aurore, quand il y a quelque chose qu'on prend dans la figure et qui nous fait mal. Il y a un point par rapport à moi. J'ai besoin de retrouver de l'équilibre, parce que si j'allais sur équilibre, je retrouverais certainement des choses qui me parlent. Tranquillité, partage, réciprocité, équité. Il y a des choses le mot équilibre, qui te parlerait pour que tu sois mieux et que tu sois capable d'être en relation. Donc, tu as besoin de confiance, d'échange, tu vois, d'une meilleure. Toi, tous ces points, ça parle quand on est attristé dans une situation comme ça. Donc, il y a un besoin d'estime de soi, capacité d'aller mieux et de se dire, en fait, moi, je sais ce que je vaux et ces paroles, elles peuvent pas m'atteindre. Donc, il y a un travail et ça se travaille avec l'affirmation de soi, parce que Aurore, en fait, tu es certainement une très belle personne et le mot de la personne qui vient vers toi, tu réagis à ce moment un peu comme une éponge parce que ça t'affecte, ça rentre. Alors que si tu connais un petit peu le karaté ou l'aïkido, quand tu fais de l'aïkido, eh bien tu te
tu te mets de côté et le coup de la personne qui arrive vers toi, bien tu le laisses passer et il te fait pas mal. Et ça, c'est la difficulté, c'est que des fois, on a tendance, parce qu'on est empathique, on a tendance à prendre sur nous, on prend pour nous des choses et on n'en sort pas. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, et puis après, un travail pour lui dire, eh bien non, quand tu me dis ça, et c'est là qu'on retourne sur je recherche mon écran, excusez-moi. Voilà. On retourne sur ce point où on a identifié le besoin et on va aller vers la demande. Donc la demande, elle a 2 niveaux, elle va être vers moi, où je me dis il faut que je travaille peut-être de l'affirmation de soi, ça c'est une chose importante, et il faut que j'aille en meilleure relation avec lui et qu'est-ce que je vais lui dire. Et je vais peut-être lui dire, écoute, Paul, parce que Aurore, hein, il s'appelle Paul, hein, bien sûr, il faut bien inventer un prénom. Paul, tu vas lui parler de tes émotions. Eh bien, Paul, je suis mal à l'aise là. Je suis triste et ça me déprime d'entendre des mots comme ça parce que moi, j'ai besoin de relations qui sont différentes. Et si il a dû se passer quelque chose, je vais vers lui. Il a dû se passer quelque chose pour que toi, en fait, tu sois mal et que tu me dises des choses comme ça. Donc, on va voir là dans le processus comment on est en capacité d'aller vers l'autre parce que lui aussi, s'il a dit quelque chose qui est une critique, hein, qui est un jugement sur toi, c'est que lui, il a quelque chose qui va bien chez lui. Et Marshall Rosenberg disait que nos jugements sont l'expression tragique de nos besoins insatisfaits. Nos jugements sont l'expression de nos besoins insatisfaits. Alors, le secret, alors je dis ça comme ça, c'est facile, parce qu'il faut un peu de temps pour l'approprier, pour le comprendre, c'est que quand il te dit que tu ne vaux rien, le secret que je te dis, Aurore, c'est qu'il ne parle pas de toi, c'est qu'il parle de lui. Parce que toi, tu vaux, tu es précieuse. Tu le sais, je vaux quelque chose. Mais lui, si tu veux, il est mal dans sa peau, il ne sait pas parler, et il te dit une vacherie. Mais en fait, il ne te dit que lui, il ne va pas. Alors, c'est un vrai cadeau hein, quand tu le sais. Mais il faut que tous les soirs, tu l'écrives. Tous les soirs, tu écris, je sais que je suis une pierre précieuse et que je vaux de l'or. OK? Si tu t'écris ça tous les jours, quand il arrivera, tu le regarderas et tu feras c'est lui qui est mal. Et c'est pas grave, mais ça serait bien qu'il aille mieux, ça serait mieux, quoi. Mais c'est qu'il est mal dans sa peau. Voilà. Alors là, on a vu le process de la communication non violente. J'ai un peu détaillé comme ça. Et après, on va voir les différents points. Alors, dans le dessin, vous voyez, il y a 2 bonhommes. Hein. Alors, le bonhomme de gauche et le bonhomme de droite. Il y en a, en fait, c'est un garçon et une fille, c'est 2 garçons, vous mettez ce que vous voulez, c'est 2 personnes. Et dans ces personnes, le haut se trouve au niveau de la tête, parce que dans la tête, on a des yeux et des oreilles. Donc, j'observe avec mes yeux, ou avec mes oreilles, ou alors mon nez, les sens, hein, mais c'est l'observation, quelque chose de factuel. OK? Et en dessous, c'est le cœur. Le cœur, c'est le siège de l'émotion. Et le ventre, ça va être le siège des besoins. Et on a vu un peu les besoins, mais on y reviendra tout à l'heure. Et le besoin, c'est, quand vous voyez sur le dessin, l'autre bonhomme, eh bien, le besoin, c'est un peu comme s'il y avait un puits. Là, c'est les trucs oranges, c'est un peu comme des puits. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui coule, mais qui coule au niveau du ventre. Et quand les besoins se relient de l'un à l'autre, quand les besoins se connectent entre la personne, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on arrive à se comprendre. Parce que si tu lui dis à ce Paul qui t'a embêté, tu vois, moi, j'ai besoin de dialogue
d'une certaine manière et j'ai besoin de, je sais pas moi, d'une certaine bienveillance. Et peut-être que lui, il va te dire, ben moi j'aimerais bien qu'il y ait de la bienveillance pour moi. J'aimerais bien qu'il y ait ceci, cela. Et il y en a tellement peu. Et la personne, elle est des fois en telle souffrance que la seule chose qu'elle sait dire, c'est de la colère. Parce que derrière la colère, c'est qu'il y a un manque énorme, il y a des manques qui sont énormes. Mais quand on arrive à comprendre que le besoin est le même, un besoin de confiance, un besoin d'amour, un besoin d'honnêteté, d'équité, quand on comprend ça, eh bien tout d'un coup, ça détend l'atmosphère et c'est là que ça va aller mieux. Mais si la personne, tu dis oui pour attirer l'attention, mais quand toi tu penses que la personne fait ça pour attirer l'attention, en fait, peut-être que la personne, elle a simplement ce qu'on appelle un besoin de reconnaissance. Et comme la personne, elle a du mal, tu vois, à être reconnue, elle aussi, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait et tout, eh bien, des fois, le seul moyen qu'elle a pour être reconnue, c'est d'insulter les autres. Et du coup, on le reconnaît comme un emmerdeur, hein, mais au moins, il est reconnu. Et le gamin, si tu veux, qu'on a traité quand il était petit de menteur, de ceci ou de cela ou de feignant, eh bien, il est reconnu. Et ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir entendu toute sa jeunesse des mots comme ça qui font mal, eh bien, des fois, la personne, elle se développe en devenant un vrai menteur, un vrai ceci, un vrai cela, parce qu'au moins, il est reconnu. Et ça nous choque. Mais c'est un moyen un peu bizarre pour être reconnu comme quelqu'un. Après, les uns les autres, on a le droit, dans nos jobs de médiateurs, eh bien, d'avoir une approche, et c'est là l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à comprendre que derrière le mot méchant qui arrive, en fait, c'est qu'il est malheureux, qu'il n'est pas bien et tout. Et au lieu de prendre ça comme il cherche à me dévaloriser ou quoi, et du coup s'effondrer, se dire c'est vraiment dur pour toi. C'est vraiment difficile la situation et il y a quelque chose que tu aimerais améliorer ou changer. Donc il y a vraiment, c'est un discours empathique et c'est difficile. Ça, j'entends bien. Voilà. Donc la communication non violente, pour moi, c'est plus qu'un outil, parce que souvent on parle que c'est un outil, c'est vraiment un art de vivre parce que ça peut nous transformer dans notre manière d'aborder les gens, dans les relations, de violents qu'on pouvait être, et bien petit à petit, ça peut nous montrer qu'il y a d'autres moyens. C'est un peu l'histoire du début. Face à une situation violente, comment tu réagis? Eh bien, je réagis par la fuite, par l'agressivité ou par faire le mort, simplement parce que mon cerveau, quand il réagit comme ça, il est en réflexe et qu'il ne sait pas comment faire autrement. Et le point le plus fort à comprendre là au début, c'est que c'est l'ignorance. Hein, c'est qu'on est ignorant de savoir comment faire autrement. On ne sait pas. On n'a pas appris. Et c'est cette ignorance, parce qu'on a appris à faire des opérations. 2 et 2 font 4. Des multiplications. 8 x 8, 64. 12 x 12, 144. On a appris à faire des divisions. Et puis plein de trucs qu'on a appris. Mais on n'a pas appris à se parler. Et on n'a pas appris à créer des relations. On n'a pas appris à créer de la bienveillance entre nous et à développer des relations qui soient saines. Et donc, eh bien, faut pas s'étonner que et quand je dis ça, il suffit de regarder à la télévision des plus grands hommes à tout le monde. On est dans un monde de violence. Et donc il y a un vrai job là énorme pour développer l'apaisement des relations au milieu de notre société. C'est un vrai métier, je vous assure. Alors, l'observation, là, c'est Krishnamurti, il a dit c'est la plus haute forme de l'intelligence humaine, c'est la capacité d'observer sans évaluer. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce monsieur-là, c'était un grand pédagogue d'origine indienne, un Américain qui a écrit de nombreux livres et qui écrit ça. La plus haute forme de l'intelligence humaine, c'est la capacité d'observer sans évaluer. Ça veut dire, alors il va très très loin.
dans ses écrits. Il va écrire à un moment donné que, eh bien, regarder une nouvelle situation, c'est un peu comme regarder avec les yeux d'un nouveau-né. Vous comprenez le truc, c'est que la personne qui est vache avec vous, la fois d'après, quand il revient, c'est pas de dire ouais, mais ça c'est vraiment un vache, il va m'en faire une encore, c'est de le regarder avec empathie. Et je vais vous citer une phrase que je cite des fois dans ce genre de conférence. C'est quelqu'un qui est venu vers Jésus là, dans la Bible et qui lui dit combien de fois devrais-je pardonner à l'autre? Et il lui dit, Jésus lui répond 7 fois, 77 fois, 7 fois. Donc c'est un nombre, en fait ça veut dire, eh bien tu peux lui pardonner indéfiniment. Eh bien Krishnamurti, qui n'était pas chrétien, et je parle pas de religion, qui était indien et qui avait une autre religion, eh bien il dit, un peu à la manière de Gandhi, ne mets pas de limite à ta bonté. L'autre qui arrive avec sa douleur, avec ses maladresses et son incompétence relationnelle, eh bien, essaye de regarder un peu comme dans l'histoire des Misérables, Jean Valjean, regarde-le, fais-lui confiance et comment je pourrais faire pour le regarder avec amour. Là, il y a un vrai job. OK? Alors, observation ou quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Donc ça c'est le point 4, ça c'est pour check. L'observation c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Arzu, Aurore, Emmanuel et les autres? Qu'est-ce que vous voyez à l'image? Une grimace, en colère, un cri crispé, un AVC, un homme qui servait. Colère et déprimé. Oui, soit il est super énervé. OK. Et check. Et qu'est-ce que tu vois sur l'image? Tiens, je vais faire un test là. Attends, je ferme le chat pour te dire. Ouais, écris s'il te plaît, ouais. Quelqu'un qui. Je vois quelqu'un qui s'interroge. Moi, je vois quelqu'un qui s'interroge, qui se dit, mince, alors c'est quoi ça? Ok. Alors moi, je vais vous dire. Il est dans l'expectative. Ouais, oui, mais en fait, c'est vachement. J'aime beaucoup montrer cette image et poser la question parce que, voilà, la question c'est, on est sur l'observation. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, ce qu'on voit, c'est un homme avec une chemise bleue. Voilà, bravo. Bravo. Check. Ouais. On voit un homme avec une chemise bleue. Le reste, c'est un cliché qui a pris une photo de façon instantanée. Vous savez, si vous prenez un film et vous le passez là avec un petit logiciel, vous faites un arrêt sur image. Chop. Mais avec n'importe qui, je vous prends toutes et tous, même les plus beaux, et on fait un arrêt sur une image, même quand on sourit et qu'on change de eh bien, on va dire ah ben oui, il faisait la gueule. En fait, l'observation, c'est je vois un homme avec une chemise bleue, et c'est un vrai travail sur soi. De pas être dans l'interprétation, parce que ça s'appelle une interprétation. Il fronce ses sourcils, il serre des dents. C'est à un moment donné où il dit quelque chose, il est super énervé. Alors là, c'est presque un prêt d'intention, tu vois. Il retient sa colère. Du coup, là, on lui prête une intention. Il est en colère, il la retient et il va m'en coller une. Donc, tu comprends, Johanna? Tu te mets sous la table, tu vois la photo, tu comprends? Mais en fait, c'est quel est le regard que je porte sur l'autre. Et je me souviens qu'une dame dans une conférence qui animait une conférence de communication non violente et qui me disait que quelqu'un était arrivé chez elle avec beaucoup de, alors, mais c'était de l'énervement là, c'était vrai, et c'était même
le gars, il avait un couteau dans la main, c'était vraiment violent, quoi. OK? Eh bien, la chose qu'elle a faite, c'est, elle a eu une peur bleue et elle lui a simplement dit, vous êtes réellement énervé, en colère, il y a quelque chose de grave. Elle a simplement reconnu l'émotion de la personne. Et la personne, elle a baissé le couteau et elle a dit, ouais, c'est terrible. Et si elle lui avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes énervé, vous crispez les dents, vous avez un couteau, vous voulez me tuer? Elle lui aurait prêté une intention. Elle serait arrivée dans un autre, elle serait arrivée dans, essayer d'aller dans sa tête pour comprendre, pour machin. Et du coup, elle serait allée dans un champ qui aurait créé l'escalade conflictuelle. Et c'est très difficile. Alors, peut-on reconnaître, évaluer ou juger ce que l'on n'a pas vécu ou côtoyé de près auparavant? On a 1 heure de plus alors. Non, mais c'était juste que je me posais la question. Tu m'entends, Alain? Ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce que je me dis que c'est comme l'expression qui dit le barbare, c'est d'abord celui qui a côtoyé la barbarie pour pouvoir reconnaître cette barbarie. Donc, moi, j'ai tendance à me dire, quand quelqu'un, comme je crois c'est Aurore, qui a dit que quelqu'un l'a traité d'incompétent, ma réaction, c'est de me dire, la personne, il a fallu auparavant qu'elle se soit jugée incompétente pour reconnaître cette incompétence. Ça permet peut-être parfois de se dire, comme tu le disais, finalement, les gens, ce qu'ils reprochent, c'est ce qu'ils ont le sentiment d'être ou d'avoir connu pour pouvoir reconnaître et le projeter sur les autres. Mais parce que finalement, le jugement, on projette ses représentations personnelles, finalement. Je suis complètement d'accord. On est très souvent là-dedans. Et alors, c'est pas de la communication non violente, mais là, on est dans d'autres approches, mais qui sont pour moi très, très vraies. C'est qu'en fait, on parle pas de soi. On parle toujours de soi. Hein, on parle pas des autres. Et quand je dis à l'autre, t'es vraiment nul, en fait, je parle de quelque chose qui m'énerve chez lui. Et des fois, quelque chose qui me parle en plus. Voilà, que je voudrais surtout pas faire et que je sais qu'il m'arrive de faire. Mais des fois, ça m'énerve tellement chez moi que quand je vois l'autre qui en fait peut-être un tout petit peu, quoi, quelques grammes, eh bien, je vais dire, t'es nul. Mais ça me parle à moi. Donc, et la vie, elle est souvent comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Eh bien, tu peux noter, Aurore, une vraie découverte aujourd'hui. Mais c'est, on parle toujours, et si on travaillait sur la confiance en soi, 16 heures, je peux juste vous faire tu m'accordes 3 minutes là de digression? Oui. Voilà. Eh bien, moi, si je vous posais la question, quelles sont les qualités, on va pas dire 3 personnes pour gagner du temps, mais de 2 personnes que vous admirez le plus? Est-ce que vous pourriez me dire 2 qualités de personnes que vous admirez le plus? Mais même chacun, tu peux répondre, et puis tous, vous pouvez répondre. Hein? Est-ce que vous pourriez noter 2 qualités d'une personne que vous aimez le plus, que ça soit des parents, entre guillemets, un mentor, un tuteur, un oncle, un tante, voilà. Ok, merci, ça commence. Voilà. Est-ce que je peux en avoir encore? Voilà. Check, t'as écrit aussi? Oui, je vais écrire. Ouais, merci beaucoup. Cohérence. Ouais. Cohérence. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais vous faire un cadeau. Eh bien, je vais vous dire, ce que vous avez écrit, ça parle de vous. Et je pourrais demander à Tchèque de dire, eh bien, je suis cohérent. Peux-tu le dire? Je suis cohérent. Voilà. Et voilà, bravo. Emmanuel, est-ce que tu peux dire, je suis généreuse? Il faut ouvrir le micro, hein. N'oubliez pas si vous souhaitez vous exprimer. Voilà.
Alors moi, je vais vous le dire parce que c'est peut-être que ça va être, vous avez du mal à écrire ouvrir le micro et tout. Mais Louisa, tu es solidaire. Carla, tu es intègre et tu as de l'humilité. Emmanuel, tu es généreuse. Martine, tu es bienveillante et tu as de l'écoute. Aurore, tu es bienveillante et tu as de l'écoute. Marina, tu es généreuse et tu sais écouter. Arzu, tu es aussi dans l'écoute et la bienveillance. Nadia, eh bien, tu as de la franchise et du respect pour les autres. Mama Dali, tu as de l'écoute et de la bienveillance pour les autres. Emmanuel, tu es patiente. Johanna, tu es patiente et bienveillante. OK? Eh bien, ça, c'est vous. Vous avez parlé de vous. Parce que ce que vous aimez chez les autres, en fait, c'est ce qui est chez vous. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement à la taille que vous aimeriez que ça soit, mais c'est peut-être déjà la taille, mais votre regard sur vous ne le voit pas. Mais vous êtes comme ça. Voilà. C'était un exercice et c'est un cadeau que je vous fais si jamais vous n'en étiez pas conscient. Voilà. Et dans ce qu'on n'aime pas, des fois, c'est un peu ça. Hein. Mais c'est ce qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on est comme ça, mais on n'aime pas. Voilà. Il y a un peu de ça en nous et ça nous. Voilà. Mais ça, c'est. Pour Fanny, je ne me projette pas dans le truc négatif parce que j'essaye, moi. Ça, c'est mon principe, c'est d'être dans le positif. Je ne dis pas que je suis bon, méthode Coué, mais je préfère regarder ce qui est chouette chez les autres. Éteins, Johan. Ça va être l'heure du goûter, vous pouvez tout éteindre. Ouais, c'est super. Le micro était ouvert, c'est pas grave. En plus, c'est une invitation. Et du coup, c'est quoi le goûter? Moi, j'ai faim. Non, Nadia. C'est pas ça. Ah mince, je dois attendre 21h, j'ai oublié, je fais le ramadan. C'est connu, Nadia, donc ok. Voilà, j'ai vu. Salut, Nadia, ça va? Donc, salut, Alain. Observation ou pas? Alors, les défauts d'observation, je vais vous parler un peu de ça avant d'aller plus loin. C'est que l'observation, c'est le défaut, c'est d'avoir soit une longue vue, et là, on est sur les grains de beauté, quoi. Les petits trucs. Et c'est là qu'on va dans le jugement. Ben, il y a ça qui va pas, et on pointe ce qui va pas. On voit la poussière dans un coin. Hein, l'idée, c'est de regarder avec un appareil photo qui est plutôt dans un fisheye, quoi, un grand angle. Et on regarde pas on regarde les choses dans l'ensemble de façon globale et je dirais systémique, mais globale, quoi, pour pas voir des défauts chez l'autre. Ok, ça c'est un défaut d'observation. Et la preuve, le défaut, vous l'avez eu, et c'est pas une critique, c'est normal. Vous avez vu un sourire crispé, vous avez vu un truc. Alors que dans l'ensemble, c'était un homme avec une chemise bleue. Ok? C'est difficile des fois à voir les choses. Alors là, dans les défauts d'observation, il y a. Alors, Tchèque disait qu'il y a des choses qu'on a. Faut-il avoir vécu la barbarie pour comprendre la barbarie? Mais notre cerveau, en fait, il a vu tellement de choses à la télévision, au cinéma, dans la vie, et puis certains d'entre vous ont peut-être vécu des choses des fois atroces qu'on a rencontrées. Ça nous impacte dans le regard que l'on a sur les situations. Et là, dans le dessin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous voyez le dessin sur le slide. Qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin? Est-ce que vous pourriez me répondre sur dans le chat? Est-ce que vous voyez quoi? Voilà. Alors, voilà, merci pour Jana. Toi, tu vois, Aurore, tu vois une jeune femme. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui voient une vieille femme? Voilà, d'abord là, puis la vieille, une femme de 3/4 et une dame âgée. Donc, c'est peut-être un dessin que vous connaissez. Mamadali, elle voit une dame âgée. Emmanuel, elle dit oui, la dame.
Mais en fait, il y a deux personnes. Hein. Il y a une jeune femme et une vieille femme sur ce... ou un jeune homme. sur la photo. Ça ne me l'avait pas fait. C'est vrai que moi, j'ai les cheveux longs, donc après, on peut se poser des questions. Donc, voilà, moi, c'est dans la détente webinaire, c'est mieux. Donc, oui, on voit des choses, en fait, avec le prisme, notre regard, et surtout notre cerveau. Et le cerveau, en fait, il est induit, hein, on appelle ça en fait, relations de cause à effet, des inférences. En fait, il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit, et paf, on sort quelque chose. Mais c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est un homme, tu vois, comme Tchèque, un homme avec un t-shirt ou une chemise bleue. C'est tout. Et autrement, on est dans les défauts d'observation qui vont nous embêter. Alors, si je vous dis ça, hein, c'est clair, là, vous comprenez. Est-ce qu'on est dans une observation ou pas? Observation ou jugement? Jugement, merci Arzou, c'est clair. Si je dis ça, oui, si je dis ça, il m'a menti sur le prix de la voiture, un jugement ou une observation? Aurore, ce n'est pas une observation. Mais je te remercie parce que tu me permets d'expliquer. Mince. En fait, c'est un jugement parce que je dis qu'il ment, que la personne ment. Mais en fait, je fais un raccourci. Parce que ne pas dire la chose exacte, c'est il m'a menti. Et la personne, si tu veux, si tu lui dis tu m'as menti sur le prix de la voiture, tu vois, je parle de cette histoire de relation, tu vois, d'écharpe avec la personne. Je voudrais être dans la détente. Et si j'arrive et que tu dis à ton chéri ou ton enfant, ton gamin, ou tu m'as menti, bam, ça crée la tension. C'est pas le chemin que Rosenberg propose. Le chemin, c'est de dire observation. Et l'observation, ça serait quoi? Ça serait de dire, la voiture, tu l'as vendue 5 000 € et tu m'as dit que tu l'as vendue 4 000. Et tu m'as donné 4 000 et tu as gardé 1 000 dans ta poche. La vérité, ça serait ça, quoi, la vérité. Tu m'as dit que tu l'as vendu 5 000 et tu l'as vendu 4 000. Tu m'as dit que tu avais eu 12 tu m'as dit que tu avais eu une bonne note. Tu as 8. Tu as eu 8 ou tu as eu 6. C'est vraiment rester de façon... Et ça, tu peux demander après. Mais tu peux lui demander différemment que ce qui l'a amené à mentir. Parce qu'en fait, tu restes, Johanna, sur ce mentir. Non, mais tu restes sur le mentir. Tu pourrais lui dire qu'est-ce qui t'a été difficile chez toi pour ne pas me dire le prix que tu l'as vendu. Tu l'as vendu 5 000 en fait. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi pour ne pas me dire que tu l'as vendu 5 000? Et là, tu enlèves de ton vocabulaire le mot mentir. Mais c'est difficile, hein, Johanna. Hein? On a plus facile de dire tu m'as menti. Mon collègue. Alors, en fait, j'ouvre le micro parce qu'à l'écrit, c'est pas facile, hein, désolé. En fait, oui, effectivement, le mentir, il est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il faut amener la personne à s'exprimer sans mettre effectivement de valeur, de jugement ou d'interprétation autre, mais vraiment amener la personne à l'amener à expliker en fait son fonctionnement et pourquoi elle a fait ça en fait, de façon neutre. Mais ça y est, j'ai reconnu, au moment où tu as parlé, j'ai dit ça y est, Johanna, je la connais, mais mon cerveau a un peu de mal à mémoriser. Merci Johanna pour l'intervention, c'est ça, c'est discuter avec la personne sur
l'observation sur ce qu'elle a dit réellement. Cet homme est trop qualifié pour le poste qu'il occupe. Est-ce que c'est une observation ou c'est un jugement? À votre avis? C'est un jugement encore, oui, c'est trop qualifié. On estime que trop qualifié, peut-être pas. En fait, voilà, c'est un jugement. Mais on aime bien dire les jugements. Ces cheveux sont beaucoup trop longs. Je suis quoi, dans du jugement ou de l'observation? Vous revenez de chez le coiffeur et on dit t'as les cheveux trop courts, t'as les cheveux trop longs. En fait, non, c'est une. On est dans le jugement, quoi. On est dans le jugement. C'est notre appréciation par rapport à notre critère. Voilà. C'est même pas le trop qui est de long. C'est les deux sont longs ou sont courts. C'est complètement personnel. Là, dans l'affaire des cheveux, c'est que tu dises, écoute, pour moi, les cheveux sont trop longs. Alors, c'est un jugement, mais tu expliques bien que c'est selon tes critères, quoi. Mais tu es quand même dans un jugement. Qu'est-ce que ça veut dire trop long, trop court? Tu comprends? Là, je bois un verre. Hein, c'est une chope-up de bière et puis c'est de l'eau magnésiée. Je vous le dis, hein, vous pourriez croire que c'est de la bière. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Ça fait 1 demi-litre. C'est trop ou c'est… Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop peu? C'est les normes, c'est chacun à sa manière de voir. Oui, Johanna, c'est tout un travail, c'est des appréciations. Pour la personne, la chambre n'est peut-être pas en bordel ou qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. OK? Après, c'est factuel et c'est par rapport… on pourrait prendre chaque exemple et dire qu'est-ce qu'on peut dire. Là, on est sur l'observation pour l'instant. Hein? Et puis, avançons parce que Christophe a oublié de se raser aujourd'hui. Et là, c'est pareil, en fait. C'est tout à fait un jugement parce que, hormis si on le sait, quoi, et qu'il nous le dit, si on lui a posé la question, il dit oui, je ne me suis pas rasé, mais comme ça, de façon, je vois la personne et puis elle a une barbe d'un jour ou de 2 jours, mais moi, vous me voyez là? Vous voyez les joues là? Ils ne sont pas rasés depuis 3 mois hein, ou 3 ans où ça ne pousse pas. Donc, en fonction des gens, il y a des gens qui, au bout d'une journée, moi j'ai un gendre, au bout de 2 jours, il a de la barbe, moi il me faut 10 ans hein, pour que ça pousse. Quoi. Vous comprenez? C'est comme ça. Quoi. Et puis, voilà. Alors après, les observations, le point 5, c'est les émotions, parce qu'on a vu les émotions. Et là, il y a les émotions, c'est quelque chose de magique, l'émotion. Mais on n'en parle pas assez. Alors, est-ce que vous avez pour vous, émotion, sentiment, c'est la même chose, c'est différent? Alors, je vais vous dire, moi, ce que dans ma manière de faire. On parle en général des émotions qui sont la joie, la peur. Alors, je les ai montrées tout à l'heure avec l'autre figure. Cette figure-là. Les émotions, en général, on va dire c'est la surprise, la tristesse, la peur, la joie, la colère et le dégoût. C'est les émotions principales. Mais en général, derrière quand on parle d'émotions, on met un nom commun, la joie, la surprise. Et quand on parle plus les sentiments, on est plus souvent sur un adjectif. Mais c'est la même chose. À Rosenberg, en anglais, il parle de feelings et c'est un mélange. Alors, il y a des écoles qui vous séparent les choses, mais ça n'a aucune importance démonstrative. Je suis enthousiaste, je suis calme, je suis vibrant, je suis captivé, je suis rayonnant, je suis réceptif. En fait, ce sont les émotions ou les sentiments qui me traversent dans le moment présent,
là, maintenant, quand je suis dans une situation avec vous, je suis impliqué, je suis en plus décontracté, je suis un peu exalté, déterminé à aller au bout, emballé de travailler avec le GIP, stimulé d'être avec des gens motivés. Voilà, ça, c'est les émotions qui traversent et qui sont qui nous traversent. Mais en même temps, en fait, je peux être un peu triste. Je peux être un peu triste. Ça, c'est des choses qui sont une vraie réalité, c'est que comme on est vivant, on est traversé par les émotions. Et même au même moment, on peut être en pleine joie et avoir de la tristesse au fond de soi. Parce qu'hier, j'étais à l'enterrement de la maman d'une copine. Du coup, il y a un peu de mélancolie. Il y a un peu de trucs qui sont là au fond de moi. Qui sont là. Et puis, il peut y avoir aussi un peu de colère. Un peu de colère au fond de moi parce que je me suis pris un PV. Là, du coup, ça m'a énervé. Je peux être un peu en colère parce que le confinement, machin, il peut m'agiter, me contrarier, pourquoi pas. Hein. Donc, on est mélangé par des émotions et les émotions, c'est vachement important c'est hyper important de savoir les nommer, être en capacité de nommer des émotions pour dire qu'est-ce qui se passe en moi. Et si je vous donnais un conseil ou une action à mettre en place chez vous, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit à d'autres, c'est tous les soirs de noter peut-être trois émotions positives que vous avez vécues dans la journée, de penser à une situation chouette et dire voilà, j'étais exalté, j'étais ceci, j'étais cela, pour développer votre langage émotionnel. Et vous pourriez sur un cahier mettre tous les jours 3 belles émotions positives. Alors, il n'y a pas d'émotion positive. Je reviens là-dessus parce que là, c'est un lapsus, hein, comme on dit, c'est une erreur de langage. L'émotion, elles sont toutes positives. Il y en a des agréables et d'autres qui sont désagréables. OK ? Les agréables, c'est autour de la joie et toutes ces choses-là. Et les désagréables, des fois, c'est le dégoût, dans la peur, de la tristesse, de la colère. Ça va être désagréable. Mais les unes comme les autres sont toutes, je veux dire, importantes parce qu'elles parlent de ce qui va bien chez nous ou nous mettent en relation avec un besoin qui est non satisfait. Et là, par exemple, je vous ai mis un tableau de bord. Et vous savez pourquoi je vous mets un tableau de bord ? Parce que le tableau de bord indique au véhicule, à l'avion ou à la voiture, eh bien, le besoin qui est non satisfait. Et lorsque l'indicateur d'essence est en baisse, eh bien, tout de suite, on sait que il est nécessaire d'aller faire le plein, la jauge d'huile, de l'outil de frein, ou ceci ou cela. Donc, les indicateurs sur un tableau de bord d'une voiture, c'est hyper important d'y prêter attention. Et l'émotion, on n'y prend pas garde, on n'a pas été habitué. Et pourtant, c'est vraiment fondamental parce que si vous prêtez attention à vos émotions, eh bien, vous saurez ce qui ne va pas en dessous. Quand j'aurai identifié le mot « je suis frustré »,« je suis désolé »,« je suis accablé », eh bien derrière, je peux comprendre le besoin vraiment qui est insatisfait chez moi par rapport à moi et peut-être par rapport à la personne qui est à côté pour retrouver l'équilibre dont j'ai besoin. Et ça, c'est important. C'est important de bien comprendre quelle émotion me traverse, à quel besoin, eh bien, c'est raccordé. Et dans le champ des émotions, alors qu'est-ce qu'il y a sur ce dessin ? Je ne sais pas comment je me sens. Les sentiments changent d'instant en instant. Hein, voilà. On a plusieurs émotions. À un moment, on est comme ça, et puis hop, ça bouge. Hein. Et les émotions, alors j'aime bien ce petit dessin, c'est que il y a beaucoup de choses intéressantes parce que ce rôle, là il y a la voiture et l'essence, hein, donc
c'est l'exemple de mon tableau de bord, eh bien, mon émotion m'explique, et là, c'est un peu pour les enfants, c'est un peu un signal d'alarme au service de mes besoins, des informations. Alors, confusion entre... Il y a un point là important dans le slide, c'est confusion fréquente autour des émotions. C'est qu'il y a les émotions et il y a ce qu'on appelle les jugements masqués. Les jugements masqués, c'est en fait, c'est quand je dis une émotion qui me traverse, mais en fait, je parle de l'autre. Par exemple, et souvent, je vais utiliser le « je me sens » devant. Et je vais dire, par exemple, « je me sens trahi ». Et quand je dis trahi, j'inclus quelqu'un. C'est comme si dans une photo qui parle de la situation, bien je rajoute la personne. Hein, Tchèque, il m'a dit ça. Ah non, je me sens trahi. Mais si je dis je me sens trahi par Tchèque, c'est que je le mets dedans, quoi. Si je dis je suis triste, je parle de moi. Si je dis je suis bousculé, voilà, à l'intérieur, ça bouscule. Je suis malheureux, je suis frustré. Quand je dis je suis incompris, je laisse entendre que l'autre, il ne me comprend pas. Hein, Calimero, là, il se victimise et il essaye de faire de la communication non violente, mais il a oublié que il est dans le jugement masqué. C'est le danger, en fait, parce qu'il y a tout un tas de mots qui sont là, dans notre vocabulaire, hein, qui vont sur, qui parlent, qui vont parler de l'autre. Et dès lors qu'on dit je me sens rejeté, voilà. C'est pas pareil que je suis déçu, voilà, que dire je me sens déçu. Et là, dans le petit dessin, c'est ce qui est noté, tu vois, le chacal. Hein, le chacal, il a tendance à dire je me sens déçu. Alors, quand je me sens déçu, c'est je parle de l'autre, tu vois. Johanna, je pensais que tu comprendrais mieux, donc je me sens déçu. Hein, tu comprends? Là, je t'accuse, en fait. Alors que dire je suis triste, je parle de moi. OK? Alors, quand on dit c'est le contrôle, je ne sais pas de quoi tu veux parler, Emmanuel, mais on parle de l'autre, mais il n'y a pas de besoin de contrôle. Le contrôle, c'est la personne, elle a besoin peut-être de reconnaissance et elle va utiliser, on va en parler quand on va arriver aux besoins, elle va utiliser d'une stratégie qui s'appelle le contrôle pour obtenir de la reconnaissance. Voilà. Donc là, le point d'après, alors si vous avez des questions hein, sur les émotions, on peut y revenir après. Le point d'après, c'est ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens. Et c'est un vrai amalgame. Là, vous voyez ce que j'ai dans les mains? Vous voyez? Hein? On voit, check? Tu vois? Oui, c'est visible, ouais. Qu'est-ce que tu vois? Je confirme. Bah, une boule de fil de laine. Voilà, c'est une boule de laine. En fait, c'est ce que je vois, ce que je pense, ce que je ressens, et voilà. Et c'est compliqué parce que notre cerveau, il est un peu comme ça, quoi. C'est un vrai bazar, et on a du mal à trier. On a du mal à trier parce que le cerveau, là, instantanément, il ne sait pas faire le tri. Et quand il y a quelque chose que, tu vois, par exemple, le gars, il arrive en chemise bleue avec un air, on va dire, le gros naze, il arrive, il est en colère, qu'est-ce qu'il va me faire? Toi, on n'a pas mélangé, on n'a pas trié. On n'a pas trié. Par contre, on a sorti, pof, un truc, et si on lui dit quelque chose, on va lui dire peut-être, calme-toi. Mais il n'a rien dit encore. Hein. Et du coup, on n'a pas trié. Voilà. Et la communication non violente, c'est un super outil parce que ça va m'aider à trier. On va prendre comme un peigne et on va trier les choses pour sortir ce que je vois, et c'est ce qu'on a vu. L'observation, c'est ça. Et peut-être l'émotion, donc la personne sort quelque chose et je vais être empathique avec l'autre. Et je vais lui dire, tu es énervé, tu es en pleine colère, là, il y a quelque chose qui t'a troublé. Alors, mais j'ai fait le tri, je ne suis pas dans l'accusation, je suis dans l'empathie et je regarde, je dis,
Et je ne vais pas lui dire calme-toi. Je ne vais pas donner d'ordre, de contrainte. Je vais dire waouh, il y a de l'énervement là, ou peut-être autre chose. Donc, je vais trier entre ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens. Ça, c'est fondamental pour créer de la relation. Autrement, on va se retrouver comme les deux gaillards à s'énerver, et comme le petit garçon qui serre le petit poussin, qui serre les poings, qui a des besoins, il ne sait pas comment le dire, et les deux gars, ils ne savent pas comment le dire. Le jeune couple là au-dessus, lui, ils ont trouvé, en fait, ils sont sur un terrain d'entente. Hein, voilà, ok. Ils se regardent et ils sourient. Non, mais les deux hommes chantent. Voilà, bah peut-être. Merci Johanna. Parce que c'est rigolo, mais j'aime beaucoup ton intervention. Parce que peut-être qu'ils jouent et qu'ils chantent. Bravo Johanna. Hein, Tchèque, on pourrait croire aussi. Hein. Oui, moi j'ai pensé à des supporters de football, en l'occurrence de Marseille. Ça traverse, et puis deux potes. Alors l'émission, la photo, elle est dans un registre scolaire, de la colère. Mais on peut tout de suite, avec notre regard, quel regard je porte sur la scène, eh bien, et c'est ça l'histoire de la théorie des points de vue, c'est que 10 personnes qui voient ça, mais sans le son, sans tout le reste, eh bien, ont des messages complètement différents. Voilà. Je ne vois aucune colère. Ben voilà, chacun voit différemment. C'est très chouette. Ce que je vois, ce que je pense, ce que je ressens. Quand on voit quelque chose, là, quand vous voyez la photo, ça vous inspire quelque chose. Dès qu'on voit une situation, ça me fait vagabonder dans les pensées et ça me crée des émotions. C'est l'effet Madeleine de Proust. Hein. Vous savez, quand vous mangez un truc, pas quand on mange, quand on pense à quelque chose, si je pense à une orange et qu'on visualise une orange, on a presque le goût de l'orange dans la bouche. Moi, je suis un amoureux des mangues, rien que d'en parler. Alors, ça tombe bien pour les gens qui font le ramadan, là, je leur mets l'eau à la bouche. En fait, on mange sans manger, quoi. Alors, mon voisin qui est marocain, il m'a donné des bons gâteaux. Et il m'a dit, il faut les manger ce soir. J'ai quand même craqué, moi. J'ai mangé tout de suite. Hein. Alors, rien que de voir une chose, ça crée de l'émotion. Qu'est-ce que ça crée chez vous, là? Est-ce que de voir cette photo, ça crée une émotion entre ce que je vois, je pense et ce que je ressens? Vous pouvez mettre? Merci, Johanna. Voilà, plein de chaleur. Il fait bon à l'ombre. La famille. Frustration de ne pas aller au bled à cause du Covid. OK, la sérénité. Le regroupement, hein, c'est paisible, c'est chaleureux. Il y a du partage, il y a quelqu'un qui se repose, le petit garçon sourit, tout le monde a l'air bien. Il y a beaucoup de choses. Et ça nous crée chez nous, de regarder une photo, eh bien, ça nous fait du bien, ou des fois, ça nous attriste. OK ? Je vous propose d'aborder maintenant les besoins, qui est le point 7, qui nous amène vers un peu la fin de ce temps passé ensemble. Eh bien, j'ai une question. Il y a 3 et de 5 points. Est-ce que ce sont des besoins? Voilà. Alors, est-ce que ce sont des besoins? Le travail, l'argent, partir en vacances, passer du temps avec ses amis. En fait, merci Claire hein, de dire oui, parce que tout le monde, voilà, tout le monde. Il y en a qui sont plutôt de l'ordre du désir, on va dire.
Donc, il y a des oui et des non. Alors voilà, Jeanne, besoin, envie, désir, nécessité, tout dépend de chacun. En fait, ça dépend de la définition qu'on donne aux mots. Hein, c'est ça. Ça dépend de la définition voilà, qu'on va donner aux mots. Alors, en général, tout ça, dans notre vocabulaire du quotidien, on va dire que c'est des besoins. Parce qu'on a besoin de travail, on a besoin d'argent, on a besoin de partir en vacances, de passer du temps avec ses amis, de pratiquer du sport, pourquoi pas. Donc tout ça, sous un certain vocabulaire, sous une certaine définition, c'est des besoins. Par contre, dans le sens de la communication non violente, c'est pas des besoins. Et je vais vous expliquer ce que sont les besoins et qu'est-ce que représentent les mots qu'on a vus à côté. Mais ça, c'est important d'avoir cette notion pour avancer et comprendre quand il y a quelque chose qui nous embête, comment on pourrait se rendre la vie la plus belle. Les besoins dans la communication non violente, c'est ça. C'est tout ce qui va contribuer, en fait, à ce que j'aille mieux dans ma vie. Mais on est plus dans l'ordre de contribution, de choses qui vont contribuer à notre bien-être. Le côté affection, le bien-être, autour de la liberté. Il y a des besoins autour du groupe, de l'estime de soi, de l'équilibre, de la relation, de la clarté, de la célébration, de la réalisation. Et ça, c'est vraiment les besoins humains qui nous permettent d'avancer. Et quand il y a une situation, de comprendre comment on pourrait aller mieux. Et vous voyez dans le dessin, là, il y a les émotions et puis un grand trait qui nous amène aux besoins. Parce que connaître le besoin, en fait, c'est la clé pour que l'émotion, en fait, ça se transforme. Quand je suis triste, pour qu'elle se transforme en joie, eh bien, il faut travailler sur un besoin. Alors, on peut comparer à vous à la pyramide de Maslow complètement. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais pour toi, je vais dire. Sauf que là, avec Rosenberg, si tu veux, on est dans le besoin. La notion qui est fondamentale, c'est l'instant présent. Vous comprenez instant présent, ce que ça veut dire? C'est maintenant, là. Par exemple, moi, là, maintenant, j'ai besoin de boire. Je suis fatigué. Et le fait de boire, ça me fait du bien. En fait, je n'ai pas besoin de boire, j'ai besoin de me réoxygéner et d'être mieux. Et j'utilise, en fait, une stratégie qui s'appelle « je bois un coup ». Et quand je bois un coup, ça va aller mieux. Mais j'aurais pu, comme je me sens un peu fatigué, j'aurais pu quoi faire, hein? J'aurais pu me lever et m'étirer. D'accord? Donc, je me suis levé et je me suis étiré. C'est une deuxième stratégie pour, en fait, améliorer mon bien-être. J'aurais pu faire un autre mouvement. Donc, il y a plein de choses qui font que dans le moment, eh bien, ma crispation se transforme en bien-être. Et ça, c'est une stratégie qui va répondre à un besoin. Mais c'est dans le moment présent. C'est pour ça que la notion de besoin en communication non violente, c'est comment satisfaire, comment répondre à une émotion là, qui est plutôt désagréable. C'est en comblant un besoin non satisfait, mais c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 8 jours, c'était pas hier. Donc, dans les besoins, il peut y avoir, alors je sais pas où c'est, j'aurais pu le mettre là. Par exemple, dans la relation, est-ce que j'ai mis ça? La reconnaissance, l'échange,
le besoin d'échange. On est ensemble, là, et moi, j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin d'échange avec vous. OK? On a besoin d'échange. Salut Nadia. Comment on peut répondre à ce besoin d'échange? Eh bien, on peut répondre à ce besoin d'échange en parlant, en écrivant dans le chat, en faisant un signe, en faisant plein de choses. La manière dont on va combler le besoin dans le moment présent, ça s'appelle une stratégie. Et le besoin, eh bien, il se tourne autour de ces besoins qui sont des besoins pour combler, en fait, ce qui me rend la vie la plus belle dans le moment présent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin d'un complément d'information sur ce point? Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, voilà. Je retourne sur ce point. Les besoins. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce slide? On a besoin d'amour, de célébration, d'unité, de survie, de connexion, de liberté, de sens, de sécurité et de beauté. Alors ça, c'est des choses qui sont générales, mais dans le moment présent, quand je suis dans une situation qui m'énerve, qui m'excite, qui m'interpelle, eh bien, la question, c'est quel besoin devrait être satisfait pour que ça aille mieux. Et c'est ça la question qui est fondamentale quand on a quelque chose qui nous fatigue. Mais pourquoi? Et la question, c'est mais pourquoi il fait ce qu'il fait? Et la girafe, elle répond, il fait parce qu'il a un besoin. Et quand la personne te dit tu vaux rien, en fait, pourquoi il dit ça? Parce que lui, il a un besoin. Il a besoin de reconnaissance. Et comme il sait pas le dire, la seule stratégie qu'il a, en fait, c'est l'effet miroir, hein, c'est qu'il te sort une vacherie. Et toi, si tu es en empathie et que tu as développé des compétences en communication, eh bien, tu pourras comprendre, en fait, tu pourras répondre à ton besoin de clarification, de relation, en étant empathique avec lui. Donc, tu vas utiliser l'empathie, donc une stratégie, pour répondre à son besoin et pour répondre au tien. J'espère que je vous emmêle pas, mais c'est difficile en 2 heures d'expliquer des concepts qui demanderaient vraiment du temps et surtout du travail avec des exercices pour pour apprendre. Oui, l'empathie, l'empathie, c'est un moyen de relation, de connexion à l'autre. Emmanuel, c'est un moyen. Je suis dans une relation avec une personne, par exemple avec toi, et tu me poses une question. Donc toi, ton besoin, c'est un besoin de compréhension et un besoin de clarification. C'est ça, Emmanuel? Tu poses une question, donc tu as besoin de clarification. Et moi, quand je te parle, là, je me mets en empathie. C'est-à-dire que je cherche à comprendre le besoin que tu as. Donc, je suis en empathie. Et l'empathie, en fait, c'est ma méthode à moi pour être en relation avec l'un ou l'autre. Donc, j'appelle ça une stratégie. Mais un autre, il ferait différemment, peut-être, pour te répondre. Il n'utiliserait peut-être pas l'empathie. Donc, l'empathie, pour moi, ça va être une stratégie. Les besoins. Alors, en synthèse sur les besoins, c'est de dire que Rosenberg, ce qu'il a écrit, et ça c'est vraiment un point que je pense fondamental à retenir, que c'est l'expression de nos jugements sont l'expression de nos besoins insatisfaits. Et quand je dis à l'autre qu'il est naze, en fait, c'est moi qui parle de ma douleur. Et quand on vous dit que vous êtes stupide, la personne en face ne parle que d'elle et pas de vous. C'est ça qu'il faut se rappeler, quoi. La communication non violente nous invite à sortir du jugement et de comprendre que c'est plus une maladresse relationnelle et que derrière ce jugement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, de mon côté, si je veux progresser, eh bien,
il faut que c'est pas il faut, c'est que ça serait nécessaire que je travaille là-dessus, c'est reconnaître ma violence, me former pour transformer, pour développer, c'est les points des piliers gandhiens, quoi. Sortir du jugement et le reconnaître, c'est-à-dire apprendre à regarder et à écouter ce que je dis. Hein, c'est ce qu'on appelle la métacommunication. C'est comment, quand je communique, essayer de me voir comment je communique. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ce que je dis, ça va plutôt créer de la relation ou de la tension? Si quand je parle, ça crée de la tension, eh bien, je peux réfléchir derrière pourquoi il y a eu de la tension. Parce que c'est peut-être aussi lié à ma maladresse. Et c'est là je parle de maladresse et que je ne vais pas dire que j'ai été nul. Il y a peut-être juste une maladresse de ma part et comment je peux travailler sur cette maladresse. Les sentiments sont les indicateurs de nos besoins dans l'instant présent. C'est comme dans la voiture, hein. La jauge, c'est un indicateur. Quand elle est en bas, c'est le besoin, c'est qu'il y a besoin d'essence. Et quand la jauge est complètement elle montre que c'est plein, eh bien c'est de la joie, c'est le bonheur, il n'y a pas de... Le besoin, il n'y en a pas à ce moment-là. Vous comprenez? Nous pouvons prendre soin de nos propres besoins. Alors ça, c'est une invitation. C'est une réelle invitation pour vous parce que on n'a pas eu l'habitude de prendre soin de ses propres besoins. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que les gens qui sont dans les métiers de l'accompagnement, comme vous avez une démarche d'aller vers l'autre pour tenter de recréer du dialogue, d'apporter un certain apaisement, et ça c'est une démarche, et tous les gens qui sont dans l'accompagnement ont quand même cette démarche de soutien vers l'autre. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne pensent pas à eux, parce que on pense à l'autre et c'est souvent pour nous plus important. Et je vous invite aussi à prendre en compte vos propres besoins. Parce qu'il est difficile d'aider l'autre si soi-même, on n'a pas résolu ses soucis. Donc, c'est important, quoi. La prise en conscience de notre besoin nous permettra de faire une bonne demande. Et donc, ça, c'est le dernier point. C'est que si je veux être en capacité de faire une demande à la personne qui est dans une situation qui m'agresse, eh bien, il faut que je sache exactement quel est le besoin non satisfait pour être en capacité de. Donc, la demande qu'on va faire à une personne, l'idée, c'est qu'elle soit en lien avec le besoin insatisfait. Et c'est la difficulté. Donc, la demande, elle incarne le besoin. Hein. Par exemple, il y a du bruit. Parce qu'une personne fait du bruit. J'ai besoin de quoi? J'aurais peut-être simplement besoin de calme. Donc, comment exprimer cette demande à la personne qui est peut-être bruyante? Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour que je retrouve ce calme dont j'ai besoin dans un moment? Surtout dans le confinement, on est confiné. On a peut-être besoin par moment d'être seul. C'est des fois difficile si on n'a pas cette capacité, cette possibilité, mais on a besoin peut-être de calme pour pouvoir faire un travail, se concentrer sur quelque chose. Et on est en confinement. Compliqué. Comment je pourrais demander à l'autre de moins faire du bruit? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Comment je peux faire ma demande? Eh bien, le secret, c'est de la faire de cette manière. Consciente, concrète, positive, réaliste et négociable. Alors, comment je pourrais? Est-ce que vous auriez une idée? Comment vous pourriez demander? Vous êtes dans une situation où il y a du bruit et vous auriez besoin de retrouver en fait du calme. Comment je vais demander à la personne qui est autour de moi, mon compagnon, mes enfants?
Vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, il y a quelqu'un, ouais. Je ne sais pas, j'y pense souvent. C'est difficile, donc comment demander? Afin de me concentrer, j'ai besoin de calme. Oui, pourquoi pas? Je lui demande tout simplement. Oui, je te remercie Arzou, mais tu ne me dis pas ce que tu lui dis je lui demande. C'est vrai, avec 3 enfants, voilà. Ah ouais. Et moi, c'est dur. Ouais. Oui, pour lui exprimer mon besoin, comment je peux dire? Oui, mais lui exprimer mon besoin. Voilà. Voilà, je pourrais avoir du silence, j'ai besoin de calme. Eh bien, au moins là, c'est clair. Voilà. Alors, alors l'idée de la communication non violente, c'est d'exprimer son émotion. Voilà, écoute, Pierre, Paul, Mohamed ou Christiane, je suis fatigué en ce moment, je suis fatigué et j'ai vraiment besoin de faire un travail là et j'ai besoin pour ce travail de calme. Et là, je vais vers lui. C'était le dessin du départ avec l'eau qui coule entre les besoins. Et là, je vais vers lui et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait faire ça? C'est-à-dire que je lui impose pas, je ne vais pas lui dire éventuellement, je ne dirais pas, j'ai besoin de silence et de calme, donc hop, je lui dirais, voilà, je ne suis pas bien en ce moment parce que j'ai vraiment besoin de calme. Comment on pourrait faire? Est-ce que tu, j'irai vers lui pour créer la connexion. C'était un des premiers slides. Connexion avant la solution. Écoute, c'est bruyant, maintenant tu arrêtes. Là, je suis dans la contrainte. Le bruit qu'il y a en ce moment me dérange fortement et je suis mal à l'aise. Et je suis pas bien parce que j'ai un travail à faire. Donc là, on est dans quelque chose de factuel, quoi. Il y a du bruit qui me dérange. Je suis mal à l'aise et très embêté parce que j'ai besoin de calme. Comment on pourrait faire? Donc, on est là, je vais vers lui et je lui pose une question. Comment on pourrait faire? Alors peut-être il va me dire, mets un casque sur la tête et comme ça, tu t'isoleras. Mais c'est peut-être une solution. Et après, on va discuter. On va discuter. Donc, qu'est-ce que je suis en capacité d'accepter et qu'est-ce que je suis en capacité de… Parce que l'idée, c'est d'aller… C'est le dernier point, c'est négociable. Comment on peut faire? Parce que des fois, c'est vrai, il faut qu'il soit réceptif au dialogue et c'est un vrai challenge. Et je dirais… Fanny, c'est pas du tout facile. je crois que le point de vue de Fanny est assez intéressant. Le fait que Fanny dise il faut qu'il soit réceptif et le rendre réceptif, est-ce qu'en légitimant un petit peu son besoin, en lui disant ben, je comprends, on est dans un confinement, je comprends ton besoin de t'exprimer ou de crier ou je sais pas quoi d'autre, c'est déjà une façon de le rendre plus réceptif. Et à partir de là, lui signifier effectivement que en contrepartie, moi aussi, j'ai besoin plus ou moins de calme pour aussi satisfaire les miens, quoi. C'est-à-dire cette acceptation d'abord que l'autre ait un besoin à satisfaire, c'est peut-être une voie déjà d'ouverture, quoi, pour établir le contact. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Non, mais là, en fait, tu le dis comme tu le penses là dans le moment présent, mais c'est exactement. Voilà, comme voilà, spontanément, c'est qui. Voilà, mais tu es dans le process de la CNV, c'est-à-dire tu reconnais en fait ce qui est important pour lui dans le moment présent. Lui, ce qui est important, c'est peut-être de changer, de faire ça, de bouger, de faire du sport, de ceci, cela. Donc, ok, voilà. Moi, en ce moment, ce que je vois, c'est que c'est important parce que la liberté, la contrainte du confinement, c'est oppressant et
et tu as besoin de crier, de chanter ou de mettre de la musique et de danser, pourquoi pas. Ça, et je comprends, c'est important pour toi. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que dès lors que je reconnais son besoin, je me connecte. Il va dire, waouh, on m'écoute. Et reconnaissance. Du coup, il y a cette connexion à l'autre. Et là, ça abaisse. Au revoir. Alain, juste pour… il reste 5 minutes. Je suis maître des horloges, comme on dit. Donc, il reste 5 minutes. Hein, donc, si on peut aller vers une voie de conclusion. Parce qu'après, je vais vous demander si vous pouvez, chers participants, sur le chat, si vous avez un avis à donner, donnez-le sur le chat, puisqu'on va faire une extraction du chat qui nous servira aussi de recueil des appréciations, quoi, hein, que vous aurez fait de ce chat. Donc, je laisse Alain aller vers sa conclusion, et puis après, on pourra vous laisser. Pendant ce temps, vous pourrez effectivement faire votre appréciation sur le chat. Excusez-moi un peu. Non, il n'y a pas de souci, merci. Tu vois, c'est le slide là, vous voyez là, on arrive à la fin, quoi. Hein, la preuve, le gamin, il dit, c'est pas fini, hein, il y en a marre, hein, ça fait long, quoi. Donc, les demandes, elles ne sont pas évidentes à faire, hein, c'est pas toujours facile, c'est un vrai job. La conscience des besoins nous permet de faire une bonne demande et Cheikh, il a mis vraiment le point sur la connexion à l'autre. J'exprime mon besoin, mais et toi, je comprends que toi, si tu réagis comme ça, c'est que tu as besoin aussi et qu'est-ce de quoi il a besoin. Et dès lors qu'on fait ça, ça marche à tous les coups. Est-ce que ça marche à tous les coups? En fait, ça, Nafissa, pour moi, ça marche toujours. Quand ça marche pas, c'est que je suis pas obligatoirement super adroit dans ma démarche parce que on vient pas expert en communication non violente comme ça. Mais j'exprime mon besoin, mais je l'impose pas à l'autre. Je reconnais l'autre dans son besoin et qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux ensemble. Donc, c'est vraiment cette connexion. Et je vous propose en action, chers amis terriens confinés, déconfinés, voilà, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Pourquoi pas là? Est-ce qu'il y a un petit truc que vous pourriez mettre en place qui pourrait vous apporter quelque chose sur par rapport à ce webinaire que vous pourriez mettre en place, réfléchir. Alors, vous pouvez le mettre dans le chat. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est un mot par rapport à ce que vous avez vécu, un point important sur la séance, qu'est-ce qui vous a touché, encouragé, motivé, et éventuellement, si jamais ce sujet était pour vous passionnant, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on prolonge parce que c'est difficile en si peu de temps de détailler et d'aller vraiment au fond des choses. Voilà. Donc, c'est ma conclusion et je vous remercie à tous de votre participation. Merci beaucoup à tout le monde, effectivement. Merci à Alain. Comme c'est dit sur le chat, je vois Johanna son avis. C'est vrai que c'était très vivant, très instructif. J'avoue moi-même ce que j'en tire, hein, si ça peut être une reformulation, c'est la prudence dans ce qu'on observe pour ne pas se faire contaminer, si je dirais, pour utiliser un terme actuel, hein, par ses émotions, par ses besoins, dans le jugement qu'on fait des situations pour éviter effectivement qu'on soit dans un rapport qui soit biaisé après, quoi. Et je pense que c'est des informations et puis des éléments assez utiles pour les médiateurs que nous avons comme participants. Je suis sûr que ça leur sera utile. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à consulter le site où il y a le programme y est. Et d'ici quelques jours, on y mettra aussi les webinaires. Vous pourrez les consulter. Pour le moment, ça y est pas parce qu'on est confronté à quelques soucis techniques, notamment le volume des fichiers, quoi. Mais ce sera résolu, j'en suis sûr. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi, une bonne reprise pour ceux qui sont en mode de déconfinement. Pour les autres, on se donne rendez-vous certainement lors des autres webinaires qui seront animés aussi par d'autres collègues. Et puis moi, j'en animerai d'autres. En tout cas, c'était un plaisir.
Et donc, voilà, je laisse à Alain le soin de vous dire au revoir et puis voilà, on s'arrêtera là. Merci beaucoup. Voilà, ben je vous remercie de votre présence, de tout le questionnement qui montre l'intérêt que vous avez à ce type de sujet qui est important parce que c'est un véritable outil pour la médiation, pour l'apaisement des relations et que ça soit dans le cadre de votre travail. Et puis, c'est un véritable outil à utiliser en famille, avec ses amis et tout au long de la vie. C'est un véritable art de vivre et au plaisir de vous retrouver. Voilà. Au revoir. Merci.